Voilà son premier portrait signé, c'est Ginevra de Benci, premier portrait de Léonard. Là, on donne 1474, 76 ou 77. En tout cas, c'est une jeune Florentine qui vient de se marier. C'est très important ce tableau dans l'œuvre de Léonard parce qu'il y a plusieurs étapes là-dedans. D'abord la fille, la jeune Florentine, elle vient de se marier. C'est un tableau, donc c'est un cadeau de noces que lui offre non pas son mari, mais le cardinal Bimbo, qui est un humaniste de cette époque, et qui lui voue un amour platonique. Comme à beaucoup d'autres dames de Florence à ce moment-là, c'est pas pour toutes un amour platonique, parce que de l'une, il aura 3 enfants quand même. Mais enfin, pour Ginevra, c'est le cas. Léonard la représente. Alors, des recherches au dos du tableau pour le restaurer ont montré que ce qu'on voit là représente les 2/3 du tableau. Seulement, il descendait, il y avait les mains de Geneviève là, qui tenaient une petite fleur blanche, puisqu'elle allait se marier. Et il y a justement la dédicace de Bimbo, c'est comme ça qu'on sait que c'est lui qui le lui a fait faire. Ce tableau, Léonard de Vinci voulait absolument rendre la carnation de Ginevra de Benci, et comme il n'y arrivait pas, il a passé les pigments, les écrasant avec le doigt directement sur le support, pour donner cette carnation diaphane que l'on voit là. Et on voit déjà ce regard énigmatique et presque le sourire de la Joconde. Les cheveux, les petits rehaut blancs dans les cheveux, eh bien, c'est un petit peu un peintre révolutionnaire, Léonard, à son époque, parce que chez Verrocchio, normalement, on étudie la fresque, on étudie la tempera. La tempera, c'est une peinture qu'on fait souvent à l'œuf, mais au départ, il n'y avait même pas d'œuf, et surtout pas d'huile. On incorpore ça par la suite. Et Léonard, lui, a vu un tableau qui avait été fait par Jean van Eyck en 1430, ce qu'on appelle Jean de Bruges, et il a trouvé ça merveilleux, cette peinture à l'huile qui venait des Flandres. Et il veut reproduire ça, et il découvre le secret, et il essaye d'appliquer. Et donc il peint ce reflet blanc dans les cheveux pour faire croire que la lumière est dessus, exactement comme il l'avait vu sur ce tableau. Et puis derrière elle, il y a un genévrier dessiné parce qu'elle s'appelle Ginevre. La peau blanche, c'est parce qu'elle est malade, elle a été malade toute sa vie, et le genévrier ne porte pas de fruits parce qu'elle est stérile. Les Florentins aimaient bien ce genre de peinture réaliste. Alors, mais tous ces peintres-là, ils vivaient de quoi? Eh bien, forcément, il faut parler des Médicis. Alors, les Médicis, je vous ai aussi mis l'arbre généalogique parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs branches. Nous, à Salon, on connaît la venue de Catherine de Médicis, on connaît la venue de Marie de Médicis, dont on parle beaucoup moins, mais elle est venue à Salon. Et ce sont 2 branches de cousins, ce sont 2 branches différentes. Et celui qui est là, c'est Laurent le Magnifique. C'est un tableau de Marchetti qui a été attribué, on n'est même pas sûr. Donc vous voyez que, encore là, je pense qu'il l'a arrangé parce qu'il n'est pas toujours représenté de façon agréable, mais en tout cas, il avait un grand pouvoir, beaucoup d'argent, donc ça arrangeait bien. Alors, on va parler un petit instant des Médicis, suivante, s'il vous plaît. Vous retrouvez Sandro Botticelli avec l'adoration des mages. Alors, vous savez que les commanditaires se faisaient représenter sur le tableau. Et c'est le cas ici sur l'adoration des mages, il en a peint plusieurs, Sandro Botticelli. Alors, je pensais qu'on pourrait agrandir plus que ça, mais enfin, on va essayer de voir. J'espère que vous voyez mieux que moi. Je suis très myope. Donc ici, vous avez Cosme l'Ancien. C'est celui qui a fait l'apogée de Florence. Vous savez, les Médicis, ils étaient dans un petit village, ils faisaient du commerce au XIIIe siècle. Et puis ils ont décidé que ça ne suffisait pas, ils ont décidé de partir, de quitter le village. Et ils ont suivi le chemin qui les menait sur un pont. Au bout du pont, il y avait une route qui partait à droite et qui partait à gauche. Et ils ont hésité, finalement ils sont partis du côté de Florence. Et le commerce qu'ils faisaient chez eux, ils l'ont agrandi à Florence. Et très vite, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils sont devenus importants, donc ça leur a donné du pouvoir. Et donc c'est Cosme qui a fait l'apogée de Florence entre 1429 et 1434. Son fils, c'est Pierre le Goutteux. Le Goutteux parce qu'il souffrait de la goutte. Et il en est mort. Il a succédé seulement 5 ans à son père. Alors Cosme, Pierre le Goutteux, les enfants de Pierre le Goutteux, c'est Laurent le Magnifique, que vous avez vu précédemment, qui représentait fier, debout avec son épée, et Julien. Alors on va voir ce qui leur arrive tout à l'heure. Et puis Jean, le cousin.
Et le peintre, moi c'est ce que j'aimais beaucoup quand je voyais tous ces musées en Italie, c'est découvrir comment le peintre s'était représenté sur le tableau. Des fois il y a un petit doigt qui montre qu'il est là, parfois il se soulève, on voit juste les yeux qui dépassent. Et bien Sandro Botticelli est là. Il regarde celui qui regarde. Voilà, suivante s'il vous plaît. Alors voilà un détail de Cosme, pour vous familiariser avec lui. Après on a Pierre Le Goutteux, voilà, pas très beau. Et après on a un tableau avec ici le fils de Laurent le Magnifique, qui est Giovanni, qui va devenir le pape Léon X, et puis Giuliano de Medici. Suivante. Il va leur arriver aux Médicis quelque chose de grave. Voilà un pendu. Le 26 avril 1478, il y a ce qu'on appelle la conjuration des Pazzi. Les Pazzi, c'était une famille influente qui ne supportait plus la tyrannie, le pouvoir des Médicis. Et il demande au pape Sixte IV l'accord de trucider, tout simplement, les deux frères, Laurent et Julien de Médicis, le jour de Pâques, pendant l'office, au moment de l'élévation, comme ça ils ont la tête levée, c'est plus facile. Et le pape dit, écoutez, moi je veux la mort de personne, mais s'il vous gêne, allez-y. Donc le jour de Pâques, alors ils avaient essayé la veille, mais Julien était indisposé, il a gardé le lit, donc ça n'a pas pu se faire. Mais le jour même de Pâques, comme il est en retard, Julien, on va le chercher pour qu'il soit à l'heure, c'est important. Et tout d'un coup, pendant l'élévation, eh bien, des gens leur sautent dessus et Julien est tué et Laurent est blessé, mais on arrive par une porte de sacristie à le sortir de là, il en réchappe. La répression est terrible. Terrible parce que Laurent est encore vivant, d'une part, parce que le peuple de Florence aimait les Médicis qui avaient apporté du travail pour tout le monde, de la richesse, les banquiers c'était des gens influents, et donc le peuple se retourne contre toute cette conjuration et on pend une centaine de personnes qu'on déshabille et qu'on pend par les pieds et qu'on laisse comme ça flotter pendant 2 jours. Et Léonard assiste à tout ça. Et après, il représente ce dessin qu'on appelle le pendu, et qui est le dessin de Bernardo di Bandino Baroncelli. Et celui-là, il a été dessiné en 1479, un an après. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait pris la fuite, il était parti à Constantinople, mais on l'a retrouvé, arrêté, ramené pour le pendre. C'est pour ça qu'il a ses habits un petit peu turcs sur le dos, un petit peu spécialisé dans, je ne sais pas dans quel pays on l'a rattrapé, mais enfin en tout cas dans les pays orientaux, après Constantinople. Voilà. Après, ne vous étonnez de rien, une lyre, parce que en 1480, donc il y a eu la conjuration en 1478, 1479 on arrête Bernardo di Baroncelli, et 1480 Sforza prend le pouvoir à Milan. Ludovic Sforza dit le mort. Il s'installe et Laurent le Magnifique doit vouloir se faire bien voir, entrer dans de bonnes relations. Il envoie à Milan Léonard de Vinci porter aux morts une lyre, parce que Léonard est très bon musicien, il s'est improvisé sur la lyre, il chante bien, et la musique l'intéresse, on verra plus tard, puisqu'il a travaillé avec Gaffurus sur l'harmonie des notes, et donc il part là-bas, allez-y, il arrive au Castello Sforzesco à Milan, et on le voit ici tel qu'il a été reconstitué, ce château. Il a été construit au XVe siècle, puis il était en ruine, et on l'a reconstitué au XIXe tel qu'il était, d'après les dessins qui existaient. Il y a la tour Filarette, et c'était le palais de Ludovic Sforza. Il avait été construit par Francesco Sforza. Et lorsque Léonard arrive, il porte sa lyre, mais il ne porte pas que ça. Il apporte ce qu'on appelle aujourd'hui un curriculum vitae, et il décrit tout ce qu'il sait faire: peintre, architecte, sculpteur, bronzier, ingénieur militaire. Il décrit tout ça, et une lettre de motivation. Il dit: si vous doutez de moi, eh bien embauchez-moi, et puis vous verrez de quoi je suis capable. Eh bien c'est le cas, il est resté 18 ans à Milan, le mort l'embauche. Allez-y.
Alors il va tout faire là à Milan. Il va faire des travaux militaires, des dessins de travaux militaires, il va faire de l'anatomie, il va faire de l'astronomie, il va faire de la peinture, et il travaille pendant 10 ans à l'élaboration d'un projet d'une statue équestre. Cette statue équestre lui a demandé beaucoup de travail. C'est pour Sforza, bien sûr, à la gloire de Sforza. Elle est très grande. Pacioli dira qu'elle est colossale et admirable. Et il termine les dessins au moment où Louis XII arrive avec ses troupes françaises en Italie. Donc il fait rapidement un moulage, enfin si on peut dire, une reconstitution en terre cuite, très haute, très grande, à la taille qu'il voulait faire en bronze après. Et les soldats français détruisent tout, donc finalement cette statue ne verra jamais le jour. Suivante. Alors, que vient-il faire ici? Federico de Montefeltro d'Urbino, pour vous expliquer que tous ces gens-là dont on parle ne sont pas forcément de sang royal, ne sont pas forcément des princes, ils sont surtout des gens qui ont le pouvoir parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils ont remporté des batailles et que des États leur appartiennent, et souvent ils sont des mercenaires payés pour faire la guerre. Et c'est le cas de Federico de Montefeltro. Oui, mais avec l'argent qu'il récolte avec les bulletins de guerre, eh bien il paye les artistes, il leur fait faire les plus belles réalisations. Suivante. Voilà. Le palais ducal à Urbino, ce sont les plus grands architectes qui ont travaillé. Luciano Laurana, il y a Francesco di Giorgio Martini, décoré par Piero della Francesca, par Perugino et Botticelli. Et on reçoit là les plus grands humanistes comme Marcel Fissin, Cardinal Bimbo, enfin, beaucoup d'autres.